Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Première conférence de presse de Bassirou Diomaye Faye depuis la présidentielle au Sénégal. Le candidat du PASTEF dissous est arrivé en tête du scrutin dès le premier tour. Si sa victoire doit encore être confirmée officiellement, elle est déjà reconnue par le candidat du pouvoir Amadou Ba. 73%, c'est le taux de probabilité d'inactivité des femmes au Maroc, un pourcentage révélé par le Haut Commissariat au Plan. Et puis le Tchad a l'épreuve de l'afflux des réfugiés soudanais. Sur place, les conditions de vie sont difficiles. L'aide humanitaire est entravée par le manque de fonds. Mais tout d'abord, soulagement pour les familles au Nigeria. 137 élèves ont été libérés après avoir été enlevés début mars dans l'état de Kaduna. Une libération confirmée par le porte-parole de l'armée, le général Edouard Bouba. La même source précise que ce sont 76 filles et 61 garçons qui ont été secourus dans l'état de Zamfara. 6 d'entre eux auraient été hospitalisés. Les autorités ajoutent par ailleurs qu'il s'agit bien là de l'ensemble des otages. Initialement, un bilan de près de 300 élèves kidnappés avait été avancé. Il est sur le point de devenir le 5e président du Sénégal. Le candidat du PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, s'est exprimé ce lundi après sa victoire à la présidentielle dès le premier tour. Si les résultats officiels n'ont pas encore été divulgués, le candidat du pouvoir, Amadou Ba, a concédé sa défaite dans un communiqué. Une fois installé au palais présidentiel, le bras droit d'Ousmane Sonko s'attaquera notamment à la refondation des institutions. Les précisions de Mamoudou Bam. À 44 ans, qu'il fête ce lundi 25 mars 2024, jour de sa première prise de parole comme président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye lance un appel à la réconciliation nationale après une élection tumultueuse. Je salue la posture des autres candidats qui, sans exception, ont honoré une tradition bien sénégalaise sans même attendre la proclamation des résultats officiels par les instances habilitées de l'État. Leurs messages de félicitations sont le témoignage éloquent de leur grandeur, de leur attachement aux valeurs républicaines et aux principes démocratiques. Il y a un an, Bassirou Diomaye Faye, membre du parti d'opposition sénégalais, était presque méconnu du grand public. Nouvellement élu à la tête du pays, Bassirou Diomaye Faye a exprimé son ambition de consolider le processus de construction de l'intégration continentale. Je lance un appel à nos frères et sœurs africains pour qu'ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l'intégration de la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques. Je mènerai des actions similaires avec la même abnégation pour l'unité et l'intégration politique et économique du continent. Portant le projet d'un Sénégal souverain, nouveau et prospère, le président Bassirou Diomaye Faye entend diriger le pays dans la rigueur, le travail et la bonne gouvernance. Il a également annoncé qu'il compte initier de larges concertations inclusives et sectorielles pour la relance de politiques publiques efficientes. Le Congo en quête de diversification économique. Alors que l'économie reste dépendante de la rente pétrolière, les autorités misent désormais sur la production et l'exportation de gaz naturel liquéfié. Une production qui a récemment démarré dans le pays grâce à la construction d'une usine de liquéfaction livrée par Eni. Objectif ciblé cette année, produire 600 000 tonnes de gaz naturel liquéfié. Les précisions d'Ameneji. Le Congo-Brazzaville est devenu un pays exportateur de gaz naturel liquéfié le 19 mars 2024 suite au lancement de la production de la première cargaison. Ceci, un an après le lancement du projet Congo LNG par la société énergétique italienne Eni avec des partenaires locaux. Un pas en avant qui permet au Congo d'intégrer le groupe des pays exportateurs de cette ressource, ouvrant des opportunités de croissance économique tout en contribuant à l'équilibre énergétique mondial. Et c'est une très bonne chose parce que ça va devenir une manne pour le Congo-Brazzaville. Mais alors,
Alors, la seule chose qu'il faut faire, c'est de ne pas commettre la même erreur qu'avec les produits pétroliers de base. Ça sous-entend qu'il faudrait bien que ce levier financier devienne un levier de transformation de l'économie, de la diversification. Et j'espère en passant que le Congo-Brazzaville en aura une stratégie. D'un investissement de 5 milliards de dollars, l'essentiel de la production est destiné à l'exportation et une partie, avant la liquéfaction, va dans la consommation locale et l'alimentation de la centrale électrique congolaise. Face au coût élevé du marché et à la demande croissante du gaz liée à la crise russo-ukrainienne, ce projet devrait générer des revenus supplémentaires au Congo. Sauf erreur de leur part ou de ma part, je crois que cet investissement est surfacturé. Mais qu'à cela ne tienne, c'est une très bonne chose parce que ça va permettre, lorsque les produits pétroliers bruts de base commencent à baisser, que ce produit qui était torché devienne finalement un produit commerciable. Le projet d'exportation de gaz naturel liquéfié du Congo aura une capacité annuelle de 4,5 milliards de mètres cubes pour 600 000 tonnes. Ce gaz exploité devrait par ailleurs permettre au Congo de produire des engrais et de gagner des revenus allant jusqu'à 29 milliards de francs CFA, environ 44 millions d'euros en 2024. Au Maroc, près de 3/4 des inactifs sont des femmes, soit un taux évalué à 73% selon le Haut Commissariat au Plan, un pourcentage bien plus élevé que celui des hommes, chiffré à 7,5%. Comment expliquer une telle disparité? Élément de réponse avec Ameneji. Selon une étude du Haut Commissariat au Plan du Royaume marocain, la probabilité d'inactivité des femmes sur le marché du travail au Maroc est de 73%. Cette disparité serait plus marquée chez les femmes mariées et les jeunes femmes de 25 à 34 ans. L'étude met à cet effet en évidence l'impact significatif du contexte géographique et socio-économique sur la participation des femmes au marché du travail. La raison est simple, c'est que beaucoup de femmes marocaines ne sont pas instruites et habitent dans des endroits très éloignés. Les femmes se marient d'une manière précoce aussi au Maroc, comme dans beaucoup de pays africains. Et une fois mariées, elles ne cherchent plus à travailler, elles s'occupent du foyer. Et puis, les conditions sont difficiles pour elles. Avec un effectif de 11,2 millions de personnes, les femmes en dehors du marché du travail représentent 80,2% de la population féminine en âge de travailler, 81,7% en milieu urbain et 77,2% en milieu rural. Selon le HCP, parmi les 5,9 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, 15,4% exercent un emploi, 7,4% en sont à la recherche, pendant que 77,2% sont en dehors du marché du travail. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au Maroc, on le sait. Donc il faudra une politique dynamique pour aider les femmes marocaines en leur octroyant des prêts et puis que le gouvernement fasse une politique justement à l'endroit des femmes. Parce qu'une fois justement ce potentiel libéré, on verra que le dynamisme de l'économie marocaine va s'en ressentir, va être encore plus forte. Parce que les femmes marocaines, comme le reste des femmes africaines, sont des femmes qui veulent travailler, qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas de soutien de leur gouvernement respectif. Quant aux hommes, leur probabilité d'inactivité ne diminue que de 1,7%. Il existe plusieurs facteurs socioculturels qui limitent la participation des femmes à l'éducation et au marché du travail, notamment des normes traditionnelles ainsi que des obstacles juridiques ou économiques. Le Gabon travaille d'arrache-pied pour augmenter sa capacité de production d'électricité. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise notamment sur la construction de plusieurs infrastructures, parmi elles le barrage de Ngoulmenjim d'une capacité estimée à 73 MW. Catherine Gombe. Le Gabon ambitionne au courant de l'année 2024 d'augmenter de 63%, soit 725 MW, sa capacité de production de l'électricité en vue d'améliorer sa capacité énergétique qui se situe actuellement à 1200 MW. Ceci dans le but de répondre au déficit énergétique constaté dans les régions rurales du pays où le taux d'électrification avoisine les 28% selon le rapport The Energy Progress Report de la Banque mondiale. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement gabonais envisage de reprendre les travaux de construction et de rénovation de certaines infrastructures. Il s'agit notamment du barrage de Ngoulmenjim d'une capacité de 73 MW dans l'estuaire, des barrages des chutes de l'Impératrice de 80 MW, du barrage de Kingili Aval de 35 MW et de la centrale solaire de Mouila de 20 MW. 14 ans plus tard, ni P2 ni l'Impératrice n'ont démarré. Par conséquent, il ne faut pas s'étonner que les apports électriques qui auraient dû être enregistrés du fait de la production, de l'entrée en production du barrage de l'Impératrice et du barrage de P2, que ces apports ne soient pas au rendez-vous. Par conséquent,
il y a un déficit qui est là et qu'on doit assumer. Dans ce cadre, l'État gabonais, avec le soutien de ses partenaires, prévoit d'investir des fonds pour améliorer l'accès des populations à l'eau potable et à l'électricité sur l'ensemble du territoire. Ceci à travers la mise en œuvre du programme intégré pour l'alimentation en eau potable et l'assainissement de Libreville d'un montant de 77 milliards de francs CFA. Ce n'est pas parce que les paiements augmentent qu'on doit se croiser les bras ou qu'on doit désespérer. Je crois qu'il faut qu'on continue à se concerter, à chercher une solution ensemble, peut-être à explorer d'autres voies pour essayer de résoudre les problèmes d'une façon satisfaisante pour nous tous. En 2030, les autorités estiment que les besoins en électricité du pays s'élèveront à environ 1039 MW supplémentaires. La mise en œuvre de nouveaux barrages hydroélectriques devrait permettre au pays de mieux mener ses projets de développement. Ils sont plus d'1 million, c'est le nombre de réfugiés présents sur le sol tchadien selon l'ONU. Parmi eux, des Soudanais qui ont fui la guerre opposant l'armée aux forces de soutien rapide. Mais cet afflux est source de préoccupation. Début mars, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés avait alerté sur un manque de fonds pour financer l'aide humanitaire dans le pays. Un contexte qui rend les conditions de vie difficiles pour les réfugiés. Pauline Minka. La guerre au Soudan qui dure depuis le 15 avril 2023 entre l'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo, ancien numéro 2 du pouvoir militaire, continue de faire ravage. Plusieurs hommes, femmes et enfants ont quitté leur foyer pour se réfugier au Tchad et se sont confrontés à la faim et à la déshydratation, car les denrées alimentaires ne sont pas suffisantes. On leur donne ici, vous voyez, on est en train de distribuer les tickets, les tokens. C'est pour juste que les choses soient un peu claires. Vous savez, ici, dans le bloc ici où nous distribuons, nous, on fait la distribution d'une façon un peu ciblée. Outre les dangers de la faim et de la déshydratation, la propagation des maladies s'est révélée mortelle. En effet, les civils manquent d'eau potable dans cette région du pays, ce qui favorise le développement des maladies hydriques. Selon l'ONG Médecins sans frontières, près de 1000 cas d'hépatite E ont été enregistrés, causant ainsi la mort de plusieurs femmes enceintes. Avec un accès limité à l'eau, il existe bien sûr de nombreuses maladies d'origine hydrique telles que la diarrhée et d'autres maladies liées au fait de vivre dans des endroits surpeuplés et avec un accès limité aux installations sanitaires. Plus de 40 000 personnes survivent dans les camps de Métier. Ces camps de réfugiés risquent de manquer d'aide, aggravant une crise humanitaire provoquée par la guerre au Soudan selon les Nations Unies. L'actualité, c'est aussi la mort d'au moins 4 personnes au Kenya. Elles sont décédées dans une attaque survenue ce lundi dans la ville de Mandera. 3 officiers figurent sur la liste des victimes. L'attentat a aussi fait 15 blessés selon des sources policières. Les assaillants ont pris pour cible une maison d'hôtes. D'après les autorités, c'est le groupe terroriste Al-Shabaab qui serait à l'origine de cette attaque. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.